Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci à tout le monde de rejoindre ce soir ce webinaire qui sera sur le thème donc, de la différenciation sur un marché Salesforce de plus en plus concurrentiel. L'idée est vraiment pour moi de vous exposer les principaux points qu'on a pu identifier sur le marché qui vous permettent de vous démarquer par rapport à d'autres candidats. Les principaux résultats sont issus d'une de nos études qu'on appelle la Salary Survey. Certains d'entre vous seront certainement familiers avec. Il s'agit d'une étude qu'on réalise depuis des années et qui permet à des business comme les nôtres, et notamment à nous, Maison Franck, de prendre un petit peu de recul avec ce qu'on appelle le day-to-day business. L'idée est vraiment de démarquer les grandes tendances générales, surtout en ce moment, avec le Covid qui ne devra pas échapper à engendrer de grands bouleversements et accélérer les transformations digitales. Donc voilà, l'idée est vraiment ce soir pour moi de vous donner un maximum d'outils à votre disposition pour valoriser votre profil et vous démarquer de tous les autres candidats sur le marché, puisqu'évidemment, qui dit plus de transformation digitale dit plus de projets, plus de demandes de ressources. Néanmoins, ça attire également beaucoup de concurrence. Donc l'idée, voilà, est vraiment pour moi de vous donner les armes pour que votre carrière en bénéficie, que vous puissiez vraiment vous démarquer. Alors, l'agenda de ce soir s'agencera autour de 3 grands points. Dans un premier temps, je me présenterai rapidement pour que vous sachiez un petit peu qui je suis, également Maison Franck, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. On passera ensuite à notre étude de marché qui s'appelle la Salary Survey, dont je vous parlais il y a quelques minutes. L'idée est vraiment pour moi de faire le plus concis, précis possible, de sorte à ce que voilà, vous puissiez avoir un maximum de temps dans la session de questions-réponses à la fin pour voilà, vraiment vous apporter des réponses spécifiques, concrètes à vos interrogations et problèmes particuliers. Alors, pour commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Gaëtan Duplex. Ça va faire maintenant 6 ans que je travaille chez Maison Franck International. Je suis spécialisé donc, sur les recrutements Salesforce. Pour ma part, et être un petit peu plus précis, je travaille surtout sur la partie freelance. Néanmoins, je précise que l'ensemble des remarques et études qu'on abordera ce soir sont valables pour tout le monde, donc les personnes qui sont en CDI comme pour les personnes indépendantes. Concernant Maison Franck, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on existe depuis 2010, donc on est une société de recrutement spécialisée sur Salesforce, donc uniquement sur la technologie qui nous concerne, et par secteur géographique. On a un peu plus de 15 bureaux à travers le monde. Moi-même, comme je vous disais juste avant, je suis spécialisé sur le marché français, sur lequel j'évolue depuis maintenant 6 ans, donc un peu plus de la moitié. Et donc, on apporte vraiment voilà, une hyper spécialisation, à la fois sur la technologie, sur le marché. Donc, on connaît les spécificités locales de chacun des territoires. Et même, voilà, maintenant aussi, moi, je faisais la France entière. Aujourd'hui, on a une équipe de 6 personnes sur le marché français, avec des régions spécifiques. Donc, par exemple, Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA et Sud-Ouest. Donc, on a vraiment voilà, hyper spécialisation technologique et territoriale pour vous aider au maximum. On a à peu près 260 consultants à travers le monde, ce qui nous aide vraiment à prendre un certain recul sur les tendances générales et pas uniquement en nous basant sur ce que nous, on vit au quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que l'étude dont je vous parlais juste après est vraiment ce qu'on appelle en anglais un step back, c'est-à-dire une prise de recul et une analyse générale à froid des tendances récentes qu'on a pu observer et de ce qui va constituer notre avenir à tous dans les prochains mois. Pour information, on utilise nous-mêmes Salesforce en interne. Donc, encore une fois, même si on travaille sur le marché depuis quelques années, nous-mêmes utilisons le CRM de manière quotidienne. Donc, on sait vraiment de quoi on parle. On a à peu près 1700 licences en interne. Alors, la fameuse étude dont je vous parlais qui nous permettra de produire des analyses dont je vous parlerai plus tard et qui nous permet de prendre du recul et ce qu'on appelle la Salary Survey. Certains d'entre vous en ont certainement déjà entendu parler. Pour ceux dont ce ne serait pas le cas, c'est la 7e année consécutive qu'on la réalise. Il s'agit de vraiment analyser, encore une fois, les tendances du marché, faire des moyennes, donc à l'échelle globale et également locale. Vous verrez, si ça vous intéresse de la télécharger sur notre site, des moyennes par rapport au salaire, par exemple, par rapport à
un niveau d'expérience, de poste et de région, mais également voilà, des tendances générales sur ce que recherchent les clients, ce qui est le sujet de ce soir, que nous aborderons plus tard, ce que recherchent les candidats, etc. C'est une vraie analyse qui est très complète avec plus de 129 000 données d'information. Encore une fois, des analyses générales, mais également très spécifiques par région et par, évidemment, briques technologiques et postes. Si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus, puisque ce soir, on n'abordera évidemment pas les 129 000 données d'information, qui pourrait prendre du temps, vous pouvez vous rendre sur notre site pour la télécharger. Alors, avant de plonger dans les résultats de cette étude, qui vont ce soir nous aider à vraiment mettre en avant les points qui intéressent les clients et définir comment vous différencier du reste des candidats, un petit coup d'œil sur les répondants à notre étude pour vous donner un petit peu une idée de la population qui constitue le marché Salesforce. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut observer que, évidemment, Salesforce est une technologie récente, mais que la disparité sur le niveau d'expérience dans l'IT de manière générale est très, très homogène. 18% pour les 0 à 3 ans, 19% pour les plus de 19 ans, 7 à 9, 16%, 10, 12, 13, bref, c'est très, très homogène. La réelle différence se fait vraiment sur l'expérience purement Salesforce. Comme vous pouvez le voir, 69%, donc voilà, on va arrondir à 70, plus de 70%, un peu moins, pardon, de 70% des candidats sur le marché ont moins de 6 ans d'expérience Salesforce. Alors, la bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui tomberaient dans cette catégorie, c'est que la grande majorité du marché, et ça vaut pour l'ensemble des régions évidemment, est constituée de personnes voilà, qui ne sont pas, enfin, qui n'ont pas forcément une expérience démesurée. Donc, c'est vraiment les critères de différenciation que vous allez pouvoir mettre en avant pour valoriser votre profil sont vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Ce n'est pas l'expérience Salesforce. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens parce que, évidemment, ça aurait été compliqué si je vous avais dit que l'unique critère était l'expérience Salesforce. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Là, la bonne nouvelle, c'est vraiment que, évidemment, ça va être un critère, comme on verra plus tard, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont vous permettre de vous valoriser, de vous différencier et dont les clients sont à la recherche. Puisque, évidemment, on est sur un marché encore assez nouveau, même si la croissance est phénomènes-là, notamment en France, avec des gros investissements et de plus en plus de projets d'implémentation. Le fait est que les ressources sur le marché sont plus rares que le nombre de projets. Donc, beaucoup d'arrivants fait que, voilà, évidemment, les années d'expérience, vous n'allez pas les gagner, vous n'allez pas gagner 2 ans d'expérience en un. Donc, il y a vraiment beaucoup d'autres critères sur lesquels vous pouvez vraiment agir au day-to-day. Et donc, on va parler juste après. Alors, pour ceux qui tomberaient dans la première catégorie de consultants dont je parlais, c'est-à-dire pour la grande majorité d'entre vous certainement avec moins d'expérience, moins de 6 ans d'expérience sur Salesforce, sachez qu'il y a beaucoup de moyens de vous auto-former et de vous tenir à jour des dernières updates Salesforce. Alors, on a agrégé l'ensemble des sources que nous ont relevées la plupart des candidats répondant à notre étude. Donc voilà, vous avez des chaînes YouTube, des hashtags Twitter, beaucoup de moyens vraiment de vous garder à jour et surtout au-delà de vous tenir à jour et de vous auto-former, c'est vraiment de montrer voilà, aux clients et même à vos pairs que vous êtes dans une réelle mentalité d'auto-formation et surtout de volonté de progression. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à démontrer que juste ce qu'on appelle un hard skill, c'est-à-dire voilà, si vous connaissez par exemple Apex, c'est oui ou non par exemple. Dire je suis très motivé, c'est un petit peu plus compliqué à démontrer. Et ce genre de pratique est vraiment essentiel pour vraiment vous différencier, puisque, comme on le verra plus loin, dans quelques slides, je vous promets, je vous en parle depuis un petit moment, mais on va y arriver. C'est un des critères, après l'expérience et d'autres évidemment, qui permet vraiment de vous démarquer par rapport à d'autres profils à connaissances équivalentes. Comme je disais à l'instant, et juste pour conclure là-dessus, environ 95%, 94% des répondants utilisent Trailhead. Trailhead, voilà, un autre outil de formation officiel, contrairement aux différents canaux dont je vous parlais précédemment.
Cependant, donc, la grande majorité d'entre vous, j'imagine, néanmoins, il est à noter que un peu plus de 50% des répondants ont plus de 100 badges. Donc, il ne s'agit pas forcément de vraiment vous comparer à eux. Néanmoins, ça vous donne une indication de ce que vos pairs effectuent. La moitié des candidats sur l'écosystème Salesforce ont plus de 50 badges. Donc, évidemment, ça ne vaut pas forcément une certification qui certifie vraiment un niveau de connaissance précis. Néanmoins, comme je le disais précédemment, c'est vraiment des indicateurs qui vont prouver votre réelle volonté d'évoluer dans l'écosystème Salesforce et donc accroître votre activité, mais pas seulement, puisque ça se transcrit également sur la valeur de votre profil. Au sujet des certifications que je viens de mentionner, qui sont vraiment le canal officiel pour valider un acquis, vous trouverez 2 informations intéressantes sur cette slide. Sur votre gauche, les certifications qui sont les plus passées. Vous remarquerez, les additions ne correspondent pas à 100%, c'est parce que c'est combien de consultants sur le marché disposent de cette certification. Par exemple, 90% de l'écosystème a au moins l'ADM, ex-ADM 200, pardon, mais la certification Administrator. Sur votre droite, vous pouvez voir les technologies les plus utilisées. Donc, en l'occurrence, évidemment, on a Sales Cloud, Service également en bonne position. Mais vous avez également d'autres technologies telles que Community qui sont pas mal utilisées. Donc, ça peut vous donner des pistes de formation si jamais vous voulez vraiment vous différencier par rapport à d'autres consultants. À titre illustratif, nous, sur le marché, je vous le dis maintenant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on abordera plus loin particulièrement, mais que vous retrouvez dans la salle à survey, encore une fois. Tout consultant community ou avec une réelle expertise Field Service Lightning ou MuleSoft, par exemple, ou encore CPQ, sont extrêmement demandés et très, très rares. Donc, typiquement, c'est quelque chose auquel vous aspirez. C'est une très bonne idée d'orientation de carrière dans le sens où il y a énormément de demandes et très peu de consultants à mettre en face. Donc, vous avez des pistes de développement si ça vous intéresse. Alors, on en vient finalement à ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire vraiment comment valoriser votre profil. Pour ça, jetons un œil à ce qui fait de vous un candidat précieux. Comme je l'évoquais tout à l'heure, l'expérience n'est pas le seul critère, mais c'en est évidemment un et de plus grande importance. Évidemment, quelqu'un qui a passé un certain temps sur Salesforce a une valeur plus importante que quelqu'un qui vient d'arriver, on ne va pas se mentir. Néanmoins, comme vous pouvez le remarquer, c'est pas forcément la différence, disons, avec les autres critères n'est pas forcément extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, 86% des répondants estiment que les années d'expérience sur Salesforce sont le premier critère. Néanmoins, c'est quasiment dans une même proportion avec l'exposition à des projets larges, d'envergure, ou encore des certifications, comme on vient de le voir. C'est vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Évidemment, si vous avez un gros background sur Salesforce et de nombreuses années d'expérience, mettez-le en avant, c'est le premier critère. Néanmoins, ce n'est pas forcément suffisant. À expérience équivalente ou inférieure, vous pouvez jouer sur d'autres paramètres, donc à savoir l'exposition à de larges projets, des certifications ou même des secteurs spécifiques. J'y reviendrai après parce que c'est vraiment quelque chose de particulier et qui peut vous permettre de bénéficier d'une rente sur un marché de niche. Alors, comme je le disais, si vous vous sentez, par exemple, sous-évalué dans votre job chez un client où vous êtes présent depuis des années, n'hésitez pas à regarder ailleurs, parce que j'ai eu le cas notamment alors, je parle de consultants, parce qu'encore une fois, je suis spécialisé sur la partie freelance, mais c'est ce que je connais, donc je vais prendre ces derniers comme exemple, de personnes qui sont restées pendant 5-6 ans sur un très gros projet en interne, qui ont voulu se lancer sur du freelance et passer consultant indépendant, et ne réalisent pas forcément leur valeur, simplement parce qu'ils avaient des équipes de taille assez petite, mais avaient un périmètre très gros. Et donc, disons, même ceux qui avaient moins, disons, de 5-6 ans, et on va dire 2-3 pour être gentil, avaient l'équivalent d'un rôle de project manager, tout en mettant les mains dans la solution et en challengeant des équipes de développeurs, par exemple, ce qui, sur le marché, est extrêmement valorisant en raison de la polyvalence. Et donc, par exemple, une personne avec 2-3 ans d'expérience sur ce projet a largement autant de valeur que quelqu'un qui a passé
6-7 ans dans l'écosystème Salesforce sur le même poste, avec un périmètre plus faible. Donc, encore une fois, l'exposition à de larges projets vaut tout aussi fort que des années d'expérience, en fonction de là où vous êtes passé. De même, l'expérience dans un secteur particulier, par exemple, comme je vous disais juste avant, peut vraiment vous permettre de vous différencier. Je prends par exemple le secteur financier qui est très particulier, qui a des métiers, des process métiers très spécifiques. Si vous avez de l'expérience dans un secteur comme celui-ci, par exemple, avec voilà, des spécificités très fortes et pas forcément un énorme background Salesforce, ou même que vous en ayez un, sachez que ça peut vraiment être une grosse valeur ajoutée. Typiquement, dans quasiment la totalité des clients qui nous demandent des consultants dans ce secteur-là, exigent vraiment un background sur le secteur. Un consultant qui a beaucoup d'expérience Salesforce, mais jamais travaillé dans ce domaine-là, plus compliqué. Donc voilà, il y a une vraie carte à jouer si jamais vous bénéficiez d'une expertise particulière dans un secteur. N'hésitez surtout pas à le mettre en avant. Toute connaissance approfondie et spécificité du secteur peut vous donner beaucoup plus de valeur que d'autres candidats qui ont uniquement une connaissance de Salesforce. Également, ce qui est important dans la valorisation d'un profil est la stabilité, que vous soyez consultant indépendant ou candidat en interne. Une personne qui bouge régulièrement, disons que ça envoie des signaux assez négatifs au client et va se poser des questions. D'où l'importance de l'épanouissement au travail dans la sélection pour vous de votre prochain job ou mission pour nos amis freelance. Donc, c'est un vrai critère à prendre en compte. Donc, on vous a résumé sur cette slide, que vous retrouvez encore une fois dans la salarié survey, l'ensemble des critères. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, excusez-moi, puisque ça incombe à chacun, mais grosso modo, une bonne liste de questions que vous pouvez aborder avec le client pendant la phase d'entretien, pour ne pas avoir de mauvaise surprise par la suite, ou simplement avoir des cases à cocher pour vous quand vous avez plusieurs propositions sur la table et devez vous décider. Le but, si vous voulez, de la stabilité, évidemment, c'est de continuer à progresser et évoluer au sein d'une entreprise stable, puisque si vous changez régulièrement de position, c'est quand même assez compliqué de progresser. Et au-delà de ça, c'est vraiment de mettre en avant une certaine stabilité auprès du client. Encore une fois, la stabilité et le nombre d'années d'expérience, si vous avez passé 10 ans dans la même boîte, vous n'avez pas forcément plus de valeur que quelqu'un qui en a passé 2 dans une, 2 dans l'autre et 2 encore ailleurs. Néanmoins, voilà, à une certaine échelle, c'est clair que si vous faites 6 mois un petit peu partout, ça peut, je ne dis pas que ça va vous éliminer, mais disons que ça ne va pas forcément vous porter chance dans les critères de sélection du client. Alors, pour être vraiment concret et encore un petit peu plus précis, sur cette slide, vous trouverez les points les plus importants de notre étude pour le client, c'est-à-dire vraiment les compétences les plus recherchées. On a recueilli des données auprès de clients avec qui on travaille, de prospects avec qui on ne travaille pas, mais également de candidats Salesforce. Donc là, c'est vraiment l'ensemble du marché dont on a agrégé les informations, les avis et qu'on retranscrit sur cette slide. Alors, on peut distinguer 2 grandes catégories que sont ce qu'on appelle les hard skills, que j'avais mentionné précédemment. Les hard skills étant évidemment des connaissances précises, par exemple Apex, Lightning, ce genre de choses que vraiment on peut quantifier et mesurer ou vérifier simplement, par exemple, par des certifications. Et également des soft skills qui sont, eux, beaucoup moins faciles à mesurer, à quantifier ou même à évaluer et qui tiennent plus dans l'état d'esprit dont je vous parlais tout à l'heure sur l'importance de l'auto-formation, puisqu'il est très facile de dire, voilà, en entretien, moi je suis motivé, je veux progresser, etc. Mais beaucoup plus compliqué de le prouver. Donc, c'est un vrai critère, comme vous le verrez tout à l'heure, de sélection de la part des clients. Alors, dans un premier temps, pour ce qui est des hard skills, je ne répéterai jamais assez auprès des consultants avec qui je travaille de ne pas hésiter à détailler au maximum vos expériences et vos connaissances sur vos CV. Je sais que, surtout nous, sur le marché français, la croyance voudrait qu'il faudrait un CV en 1 ou 2 pages, format Pôle emploi. Néanmoins, je vous garantis que ce n'est vraiment pas à votre avantage pour des raisons simples, c'est que
Les clients, la plupart du temps, reçoivent beaucoup de CV. Comme je disais, il y a beaucoup de projets, beaucoup de personnes qui veulent profiter de cette expansion de marché et par conséquent qui envoient leur CV. Donc, le vrai challenge des clients, ça va être la présélection. Et si vous ne mettez pas assez d'informations sur votre CV, par exemple, ça peut vraiment vous porter préjudice. La grande majorité se contentent d'un contrôle F, de chercher ce qui les intéresse par rapport à leurs besoins et leur description de poste. S'il y a quelque chose que vous avez fait mais que vous n'avez pas écrit sur le CV, je reprends mon fameux exemple, Lightning, Web Component, FSL ou autre, peu importe, et avez mis une description simplement générale de votre expérience, ça peut vous éliminer automatiquement pendant la phase de tri, ce qui serait quand même vraiment dommage. Quitte à dépasser encore une fois le format Pôle emploi de 2 pages, détaillez au maximum, mettez un maximum d'informations. Plus il y en a, plus votre CV a des chances de passer la phase de tri et d'attirer l'attention du client. Un autre point en plus, c'est que plus vous détaillez les expériences, au-delà de voilà, vraiment éviter ce malencontreux accident de phase de tri, c'est que le client peut vraiment en avoir un aperçu complet et précis de ce que vous avez effectué. Par conséquent, même si la fiche de poste qu'il avait fait au début est adaptée à votre profil, il peut déceler d'autres points, par exemple, auxquels il n'aura pas forcément pensé, ou par exemple, s'il y a des points que vous n'avez pas, mais que vous en avez d'autres qui pourraient l'intéresser, il peut remodeler la fiche de poste. Simplement parce qu'il y a des skills auxquels il n'aurait pas aspiré ou il n'aurait pas forcément pensé et que vous pouvez avoir. Plus il y a d'informations, plus c'est à votre avantage. Donc, n'hésitez pas surtout à détailler au maximum. Concernant les soft skills, ce sont des compétences qui sont, quant à elles, beaucoup plus difficiles à apprendre, ce qui les rend encore plus désirables, à niveau, encore une fois, de connaissances équivalentes. Et quand vous avez passé la phase de tri, c'est vraiment sur les soft skills que va se faire la différence. Donc, si vous voulez vraiment valoriser votre profil, c'est très important de préparer cette seconde phase, notamment pendant la phase d'entretien, puisque une fois le tri passé, que le client aura vu voilà, ce qui l'intéresse sur les CV, les aura retenus, s'ensuit la phase d'entretien. Et c'est là, en effet, où il va vouloir vérifier les soft skills. Donc, encore une fois, niveau de connaissance équivalent, c'est ce qui va faire la différence entre vous et d'autres profils. N'hésitez pas à donner des exemples concrets de mise en application de chaque soft skills. Par exemple, on disait tout à l'heure, je suis motivé, j'ai une volonté de progresser, d'évoluer, etc. Si vous dites juste ça, mais ne donnez pas d'exemple concret, comme par exemple, voilà, vous vous tenez à jour avec les différents canaux que je vous donnais tout à l'heure, les hashtags, les chaînes YouTube, les trailheads, ou encore mieux, les certifications, ça va être assez compliqué, disons. C'est vraiment voilà, mettre en avant un certain état d'esprit. Et encore une fois, c'est vraiment là-dessus que la différence entre les candidats se fera. Pour conclure et avant de passer à la session de questions-réponses pour vous apporter des précisions spécifiques à vos profils particuliers et à vos attentes, un petit résumé de ce qu'on vient de voir. Les compétences sont tout aussi importantes que l'expérience, qui est encore une fois une très bonne nouvelle, puisque l'expérience, vous ne pouvez pas forcément agir dessus. Vous ne pouvez pas gagner des années d'expérience en quelques mois. Néanmoins, les compétences le sont tout autant. Donc, sur les compétences, on a pu différencier les hard skills, que sont les connaissances propres, que vous pouvez grandir en vous auto-formant, en passant des certifications, en évoluant sur des projets d'envergure, par exemple, et les soft skills. Les soft skills étant davantage un état d'esprit, des compétences, disons, propres à chaque individu, qui sont beaucoup plus compliquées à démontrer, qu'on ne peut pas forcément apprendre également. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise pour parler en public, qui aura beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de certification pour ça, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué à avoir. Et c'est vraiment ce qui vous permettra par la suite de vous différencier. Donc, je conclurai là-dessus. N'hésitez surtout pas à détailler au maximum vos CV, vos profils pendant les entretiens. Mettez chaque information que vous pensez importante. N'hésitez pas pour passer la phase de tri, n'hésitez pas également à orienter vos profils et vos CV pendant la phase d'envoi et de candidature à chaque fiche de poste en mettant en avant certains points, par exemple, que vous aurez effectués. Préparez la phase d'entretien en donnant des exemples concrets et précis de mise en application des soft skills. Et
gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous pouvez jouer, que vous retrouvez dans notre salarié surveillé ou plus haut dans les slides, qui peuvent vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Donc, encore une fois, une connaissance spécifique, par exemple, c'est extrêmement important. Le secteur financier est uniquement un des exemples auxquels on pourrait prétendre. Il y a beaucoup d'autres secteurs où il est vraiment essentiel, au-delà du poste en soi, de connaître des spécificités métiers. C'est parfois beaucoup plus compliqué à acquérir que les skills Salesforce, par exemple. Donc, pour ceux qui auraient beaucoup d'expérience dans l'IT de manière générale, ou même peu, mais une très bonne connaissance métier, et pas forcément un gros background sur Salesforce, ça peut vous permettre de mettre le pied dans la porte et vraiment de jouer votre carte. Voilà, alors on a abordé pas mal de points. Néanmoins, voilà, on n'a pas forcément le temps de discuter des 129 000 informations dont je vous parlais au début de la présentation. Donc, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les tendances générales du marché Salesforce, notre salarié surveillé est disponible en ligne. On va maintenant passer à la session de questions-réponses, voilà, pour vraiment vous apporter des conseils et réponses spécifiques à chacun de vos profils et interrogations. Voilà, donc je vous écoute. Je pense qu'on a un petit quart d'heure devant nous. Voilà, je vous écoute l'idée vraiment de... N'hésitez pas à poser n'importe quel type de questions. Je ferai de mon mieux pour vous apporter des réponses précises et adaptées. Néanmoins, encore une fois, si je ne peux pas répondre à tout, sachez qu'il y a beaucoup d'informations sur la salarié surveillée que vous pouvez télécharger. Alors, j'ai juste sur votre pièce. J'espère que vous m'entendez toujours correctement. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe dans la chatbox qui s'appelle discussion. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis tout oui. Alors, j'en ai quelques-unes qui sont déjà arrivées pendant le webinaire. Donc, je vais commencer par celle-ci. En attendant, voilà, n'hésitez pas à indiquer les vôtres. Alors, la première, c'était sur la salarié surveillée dont j'ai longuement parlé dans la présentation. Alors, comment l'obtenir sur notre site internet, mais sinon, ne vous inquiétez pas, on vous l'enverra suite au webinaire. Je vous enverrai un mail ou mon équipe marketing avec la salarié surveillée en pièce jointe. Alors, j'en ai une autre sur les certifications. Combien à peu près pour une certification? Alors, ça dépend. Si c'est la première fois que vous passez la certification, le montant est la même pour quasi toutes. C'est 200 $, ce qui est presque la même chose en euros, si je ne dis pas de bêtises. Si par contre vous la ratez et que vous souhaitez la passer une seconde fois, c'est 100 €. 100 $, pardon, excusez-moi. Après, voilà, il y a des sociétés qui comprennent ça justement dans leur package. Donc, c'est des questions qu'il faut poser soit pendant l'entretien ou à votre employeur si vous souhaitez évoluer. N'hésitez pas à demander, on peut avoir de bonnes surprises. Ce qui est sûr, c'est que si on ne demande pas, on n'a pas. Donc, n'hésitez pas à demander. Petite particularité pour les certifications architectes, mais bon, là, c'est entre guillemets un autre niveau. Donc, je pense que vous le savez déjà, ce n'est pas 200 $, mais 400. Et la moitié, c'est-à-dire 200 $ si jamais vous souhaitez la passer une seconde fois. Alors, j'ai une question sur le freelance, plus spécifiquement, qui est mon domaine de prédilection, à savoir quelle était la répartition des offres entre Paris, province et Belgique. Alors, c'est une bonne question puisque les cartes ont pas mal été rabattues avec le Covid. Historiquement, je vais estimer à 70, même peut-être 80% les offres d'emploi pour le freelance sur la région Île-de-France, puisque c'est généralement là où il y a les sièges et le bassin d'emploi le plus vigoureux. Néanmoins, on observe déjà une tendance pas mal évolutive dans le sens où, avec le Covid, les entreprises cherchent à se délocaliser un petit peu, offrir du télétravail. Par conséquent, on a de plus en plus de demandes dans la région sud. On dirait le sud, c'est vaste. Pour vous donner des villes précises, on a Lyon, Aix-en-Provence. On a eu quelques demandes ce mois-ci ou mois d'août, qui est pourtant un mois généralement assez calme sur Toulon. C'est plutôt par contre sur la région Est, pour être tout à fait transparent avec vous, sur la région Ouest. Alors, je ne sais pas si c'est davantage nous qui n'avons pas encore réussi à identifier les clients. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu plus calme. Il y a quelques grosses sociétés sur Bordeaux qui recherchent. Néanmoins, c'est plutôt à la marge. Donc, si je devais donner une estimation de la répartition, la grande majorité sur Paris, à savoir que le siège est sur Paris. Donc, certainement, les personnes qui vous emploient seront là-bas. Néanmoins, avec le Covid et la généralisation du télétravail, il y a beaucoup plus de flexibilité, surtout sur le freelance.
Donc, vous pouvez travailler à peu près de n'importe où. La plupart des sociétés, surtout en ce moment, qui est une période un petit peu encore floue, offrent la possibilité voilà, de venir un jour sur site par mois ou par semaine et la grande majorité du temps de télétravailler. Donc sur Paris, gros développement sur la région sud, notamment sud-est, néanmoins plus de flexibilité sur le télétravail. Donc ça élargit le champ des recherches, et y compris aux freelances qui étaient dans le sud notamment, puisque ces derniers ont maintenant accès au bassin parisien. Donc gros avantage pour eux. Pourquoi les entreprises souhaitent toujours recruter des seniors et pas investir dans les profils juniors? Alors, je rajouterais même que les sociétés généralement souhaitent embaucher des seniors, mais au prix de juniors. C'est-à-dire qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ce qui est évidemment pas forcément compliqué, c'est là aussi, ce qui est compliqué, pardon, mais là où on a notre valeur ajoutée en tant que recruteur, c'est leur faire comprendre que quelqu'un voilà, avec 10 ans d'expérience et 30 000 euros annuels, ça n'existe pas forcément. Et on essaye de leur faire entendre un petit peu raison par rapport aux réalités du marché. La plupart des sociétés ne connaissent pas forcément, hein. Du moins ceux qui ont eu un projet d'implémentation récent, qui ne sont pas encore heurtés aux difficultés de staffer leurs équipes ou de recrutement, s'imaginent qu'il y a un bassin de candidats voilà, qui les attend et qui sont ouverts à prendre des postes facilement. Néanmoins, ce n'est pas forcément le cas, c'est là aussi qu'on va avoir une valeur ajoutée. Donc, pourquoi embaucher des seniors? Simplement parce qu'ils seront opérationnels plus rapidement, et c'est généralement ce que souhaitent les entreprises. Ils veulent embaucher quelqu'un qui de suite puisse leur amener quelque chose. C'est d'autant plus vrai pour faire la transition à ce que je disais avant sur la partie freelance, où là, ils cherchent vraiment une expertise. Donc, c'est assez particulier. Pour les recrutements internes, néanmoins, c'est à peu près la même logique. Les clients, évidemment, vont vouloir quelqu'un qui peut tout faire, idéalement un couteau suisse qui puisse leur faire le développement, la business analyse, l'architecture, avec 10 ans d'expérience, qui connaît toutes les nouveautés et pour un prix pas cher. Mais la réalité du marché, et ce que je vous décrivais auparavant, c'est qu'il y a plus d'offres d'emploi que de candidats. Donc c'est plutôt la tendance inverse, c'est-à-dire que les entreprises vont vraiment pêcher, pouvoir et davantage, disons, aux candidats évidemment seniors, comme je vous disais pendant la présentation, avec la priorité de l'expérience. Néanmoins, il y a d'autres cartes à jouer, comme voilà, une expertise sur un métier, sur un secteur particulier. Ça peut faire la différence. Alors, j'ai une question sur le télétravail et le présentiel, et notamment la parité entre le CDI et le freelance. Honnêtement, cette dernière année et demie, la parité était quasi égale, c'est-à-dire qu'on avait autant de personnes en interne que de freelance qui avaient la possibilité de télétravailler. Néanmoins, notamment avec la rentrée qui approche, ça commence à s'inverser un petit peu en faveur du freelance, dans le sens où, évidemment, ce n'est pas la même logique. Freelance, par définition, c'est un externe. Donc, il n'y a pas obligatoirement, ou du moins à un moindre degré, la nécessité voilà, de créer une cohésion d'équipe avec les autres internes. Donc les freelances ont encore, disons, un petit peu plus de flexibilité que les internes. Néanmoins, je pense que le télétravail restera. C'est amené à rester. Et c'est un des critères voilà, qui est vraiment prioritaire dans le choix des salariés aujourd'hui. Les sociétés qui exigeront du 100% présentiel se feront extrêmement rares et à la marge. Et ce sera, de toute façon, elles seront obligées d'y venir à un moment donné, parce que quand elles verront qu'elles auront beaucoup de mal à recruter et que les salariés partiront ailleurs parce qu'ils ont plus de flexibilité voilà, pour s'organiser, etc., elles seront obligées d'y venir. Donc, pour le moment, voilà, c'est quasi égal. Freelance, ça n'a pas bougé. Il y a une tendance au retour sur site un petit peu, puisque ça fait un moment que les gens ne sont pas vus. Mais honnêtement, le télétravail restera après. Voilà. Chaque société, évidemment, offrira un degré de flexibilité différent. Donc, c'est à voir. J'ai une question sur quel délai en moyenne pour trouver une mission cette période. J'avoue que le mois d'août, c'est le mois le plus compliqué de l'année. Il y a toujours une personne dans le process de décision qui est absente. Donc, c'est possible, on a quand même des offres à staffer. Néanmoins, je vous avoue que les process, surtout la semaine du 15 août, c'est la plus compliquée. Ce qui est sûr, c'est qu'on a de très belles perspectives pour la rentrée et début septembre. Alors ça s'applique à la fois pour le CDI et le freelance. On a énormément de sociétés voilà, qui ont des besoins de recrutement et sur tout type de poste, que ce soit business analyst, développeur, architecte, chef de projet, ou des compétences un petit peu plus spécifiques comme USAF, CPQ.
il y a de quoi faire. Donc, voilà. J'ai une question sur les effets du Covid sur les processus de recrutement également. Ils ont été multiples, hein, évidemment, et les effets de l'an dernier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. L'effet immédiat du Covid sur les process de recrutement, c'est que ça a tout gelé simplement parce que personne ne savait vraiment à quelle sauce on allait être mangé, combien de temps ça a duré. Donc ça a été très compliqué pendant à peu près 6 mois. Néanmoins, ça a pas mal repris depuis novembre 2020, je dirais, jusqu'aujourd'hui, avec une grosse accélération des transformations digitales. Et comme je le disais juste avant, on a beaucoup de perspectives pour la rentrée 2021, pardon. Donc, voilà. Et autre peut-être spécificité sur le changement des processus, c'est que c'est pour ça que je pense que cette présentation vous sera utile, c'est que les clients reçoivent beaucoup plus de candidatures qu'auparavant, simplement parce que les gens en reconversion professionnelle, évidemment, s'orientent vers les technologies cloud, donc notamment Salesforce, donc postulent beaucoup plus. Et la difficulté pour les clients, auparavant, c'était d'avoir simplement des CV. Aujourd'hui, c'est plus de faire le tri des CV. Parce que pour un poste, ils peuvent recevoir 10 candidatures, et ça rejoint ce que je disais aussi sur les CV avec les keywords, etc. N'hésitez vraiment pas à mettre un maximum d'informations, parce que quand un client reçoit 10 CV et qu'ils ont peut-être 20 postes à staffer, ils ne s'embêtent pas, ils font un contrôle F, et malheureusement, vous pouvez passer à la trappe comme ça. Donc, et puis encore une fois, voilà, c'est là où nous, on a notre valeur ajoutée, c'est que les clients croulant sous les CV et les demandes d'emploi, il faut surtout appel à nous pour qui ont quand même de l'expérience sur le marché pour faire le tri et leur proposer des bonnes ressources. Donc, si vous avez besoin de conseils ou chercher depuis un moment, n'hésitez pas à nous contacter par la suite ou aller sur notre site pour consulter les offres et prendre contact avec un de nos consultants qui pourra répondre spécifiquement à votre cas particulier et vous apporter des conseils. Alors, est-ce que nous avons des offres pour des rôles d'architecte fonctionnel? Oui, 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 complètement. Que ce soit en CDI ou en freelance, on a des offres en ce moment. Ce que je vous invite à faire, c'est m'envoyer à répondre aux mails que je vous enverrai par la suite sur la Salary Survey quand je vous enverrai le document. Et prenez contact avec moi et je vous parlerai plus précisément des offres qu'on a. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il y en a beaucoup et ça serait compliqué, ça prendrait du temps. Alors, est-ce que vous pouvez être accompagné sur des recherches d'emploi? Oui, bien sûr, c'est notre job. Voilà. Et comme je disais juste avant, contactez-moi par la suite, puisque évidemment, l'accompagnement sera spécifique à vos propres particularités en termes d'expérience, de souhait de carrière, etc. Mais oui, oui, complètement, c'est ce qu'on fait. On aide les clients à chercher des meilleures ressources par rapport à leurs besoins précis et les candidats à trouver l'emploi le plus pertinent par rapport à leurs attentes et leurs compétences. Alors, j'ai une question sur le salaire moyen pour un business analyst avec 3 ans d'expérience sur la région de Lyon. Pour être franc, je n'ai pas la réponse à cette question puisque moi, je vous avoue que je suis plus sur la partie freelance, donc je ne vais pas dire de bêtises. Ce que je vous propose, c'est vraiment de regarder la salary survey. Il y a des grilles salariales en fonction de votre niveau d'expérience, de poste et de région. Normalement, vous aurez la réponse à votre question, mais pour plus de précision, encore une fois, répondez simplement au mail que vous recevrez et on prendra contact avec vous pour échanger plus en détail sur votre valeur sur le marché et ce qu'on peut vous apporter. Alors, j'ai un élément de réponse de la part de Guillaume. Sur un rôle de BA sur la région parisienne, c'est environ 55K. Oui, après, sur les rôles de business analyst, c'est un petit peu particulier parce que je vais prendre ce que je connais sur le freelance. La fourchette est très large. Ça peut passer de 500 pour des rôles tout ce qui est plus classique, pour quelqu'un qui a 3 ans d'expérience, à même 700 € si la personne a encore une fois des compétences particulières sur un secteur ou un niveau de responsabilité. La fourchette est très large. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment de votre cas particulier. Donc, voilà. On pourra échanger par la suite si vous voulez plus de précision.
Alors, je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions dans tous les cas qui vous viennent par la suite, heu, n'hésitez pas à répondre encore une fois au message que je vous enverrai. Je prendrai contact avec vous pour échanger sur votre cas personnel et voilà, vous accompagner de la meilleure manière possible. Heu et on vous enverra également la présentation vidéo, si jamais il y a des éléments que vous n'avez pas pu noter et que vous souhaitez la revoir ou même la partager à des connaissances, n'hésitez pas à l'envoyer. En tout cas, voilà, gardez à l'esprit que vous êtes sur, une technologie qui est en plein boom. La période est vraiment propice, à la reconversion si jamais vous avez des connaissances ou si vous-même, souhaitez, voilà, progresser dans votre carrière. Honnêtement, les clients, recherchent énormément. Il y a assez peu de bons candidats sur le marché. La vraie difficulté pour eux, c'est de faire le tri, d'où la nécessité d'un bon accompagnement. Donc, si vous avez besoin de conseils voilà, vraiment précis ou autres, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Pour ma part, je m'occupe de la partie freelance. On a 6 personnes qui s'occupent de la partie CDI sur des régions vraiment précises, donc qui sauront vous apporter des conseils vraiment adaptés et particuliers à votre cas précis. Beh, écoutez, je vous remercie en tout cas de vous être connecté, d'avoir pris le temps d'écouter la présentation, plein mois d'août. Heu, j'espère vous, reparler à certains de vous, voilà, individuellement, prochainement et je vous envoie le message. Si jamais, encore une fois, vous avez des connaissances, dont vous pensez, que cette présentation pourrait, être bénéfique, n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée et de bonnes vacances, j'espère. Au revoir.